Auditeurs, auditrices, amis du Cercle Richelieu, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission nommée Indiscrétion. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Que le soul déjà caporal et serions bientôt général. Pour cette rentrée 2020, la chaîne se dote d'une voix féminine. Alors je me suis vraiment interrogée sur ce que je pouvais apporter de nouveau, moi, jeune femme catholique et royaliste, à cette France qui nous écoute. Les grognards et les grogneuses du Cercle Richelieu, comme Alexandre aime à nous appeler. Et je me suis aperçue que nous avions une qualité commune. C'est celle du respect de nos anciens, de nos grands-parents, de nos grands-pères et de nos grands-mères qui sont nés bien souvent durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos grands-parents ont à peu près 4 fois 20 ans. Ils ont grandi et vécu à une époque où la France était un tout autre pays. Et c'est ce récit qui m'intéresse. J'ai donc posé mon dictaphone entre moi et ma grand-mère, et puis ses copines, ses cousines, afin de pouvoir partager avec vous quelques-unes de nos conversations sur cette époque, de la France, bien avant que je naisse, bien avant que nous existions. Mais avant de commencer, il faut que je vous dise que j'aimerais vraiment que chacun d'entre vous prenne le recul nécessaire pour écouter une autre raconter sa vie. Pour écouter la petite histoire qui se raconte quand on connaît déjà et souvent par cœur la grande histoire. En effet, il faut un recul certain pour écouter une vieille dame livrer son récit, ses opinions, évoquer ses pensées, partager ses réflexions sur une époque qui n'a jamais été la nôtre et qui pourtant n'est pas si éloignée. Aujourd'hui, pour cette première indiscrétion, je suis avec Laure. Nous sommes au cœur de l'été, dans un salon confortable et frais, et nous buvons du Perrier. Laure a bien voulu me raconter sa vie en France, à l'époque où nous n'existions pas. Sa vie à elle débute à Paris, en 1939. Son papa était avocat, réserviste, comme tous les hommes de l'époque, et il est mort pour la patrie en 1940. Durant cet extrait, Laure nous raconte sa vie d'enfant avec sa maman, puis sa jeunesse, son fiancé, le jour de leur mariage, et quelques autres anecdotes sur d'autres moments de sa vie. Et ne riez pas, cet entretien se termine sur le salon des objets ménagers et l'arrivée du lave-vaisselle dans sa maison. Installez-vous confortablement pour écouter ce récit et je vous retrouve juste après. Quand François n'existait pas, Oui. quand Jean-François n'existait pas, Oui. la vie de mon enfance était étroite puisque j'étais une enfant unique avec une maman veuve de guerre. Nous vivions dans un appartement de 3 pièces dans le 7e, toutes les deux accrochées l'une à l'autre. Moi, je m'en apercevais pas, c'était ma mère, c'était normal. Et assez vite, très proche. Un jour, au dîner, elle m'a dit « Ah, quel jour est-on aujourd'hui ?» Et je lui ai répondu « Non, c'est demain. » Car je connaissais le rendez-vous que nous avions le lendemain. Et on communiquait vraiment très étroitement. J'étais une petite fille pas trop gâtée parce que jusqu'aux 7-8 ans, c'est-à-dire jusqu'en 46, 47, et même jusqu'en 50, il y avait de terribles restrictions, puisque la France manquait de tout. Tout avait été pris par les Allemands, donc on faisait encore beaucoup la queue. Maman disait, on se met au bout de la queue, on ne sait pas pourquoi, mais il y a une queue, et on avance pour voir ce qu'on va trouver. Ah oui. Et je me souviens, il y avait dans notre immeuble à Paris une jeune fille qui devait avoir 18-19 ans
Et un jour que nous déjeunions, elle a tapé à la porte de l'entrée en hurlant. Alors maman est allée vite ouvrir. Madame de Thomas, il y a de la baguette chez le boulanger. C'était les premières baguettes et c'était vers les années 50. Avant, c'était le gros pain. Ah oui. Bon, je n'ai pas été en classe très jeune. J'étais enseignée par ma mère à la maison, avec ce fameux cours Hotmer. Et j'allais en classe me faire interroger tous les 8 jours. C'était drôle, ça c'est bien l'enfance. Après, on classait les enfants, on totalisait leurs points. Et je ne comprenais jamais pourquoi certaines fois ma mère se précipitait sur moi avec de grandes félicitations. Elle devait me donner ma place. Et je ne sais pas très bien ce que c'était qu'une place dans une collectivité. Et ma note, je disais, maman est contente. Alors que la fois suivante, la semaine d'après, vraiment, tu aurais pu faire mieux. Et c'est drôle, comme les parents ne comprennent pas ça. Ah bon, j'aurais pu faire mieux, mais en quoi? Je ne savais pas que j'avais pas fait bien. Parce qu'il n'y avait pas d'autres enfants avec vous? Ah ben, on était une quarantaine, oui. Ah oui. Toutes les institutrices des enfants ou les mères des enfants accompagnaient les enfants au fond de la salle. C'est pour ça que maman pouvait se précipiter. Et ça, c'est quelque chose qui a duré très longtemps chez moi. Même quand j'étais au lycée Victor Duruy en 8e, c'est-à-dire CM2 aujourd'hui, CM1. J'attendais toujours, on rendait les bonnes notes, et j'attendais toujours qu'on dise mon nom. Et en 8e, on le disait bien loin. Et donc, j'étais dépitée, mais je ne voyais pas, entre la note et le travail que j'avais donné ou appris, je ne voyais pas le rapport. Vous voyez, nous étions des enfants très famille. Le reste du monde, bon, on ne me connaissait pas, même à 3 rues de là. Enfin, je n'avais pas d'amis d'ailleurs à cette époque-là. Et puis je suis rentré donc à Duruy. Et en 8e encore ça allait bien. En 7e, ah non, je suis rentré en 7e. Et quand je suis arrivé, on m'a demandé, comme à tous les nouveaux dans la classe, de quel cours es-tu? Alors j'ai répondu, le cours d'Ulst. Le cours d'Ulst était un cours bien catholique, bien noté dans notre quartier du 7e, mais il était un cours catholique. Bon, tu te mets au fond de la salle. Et je ne suis jamais sortie du fond de la salle. Donc je n'ai pas été heureuse. Et pourtant, quelquefois, je levais le doigt bien fort parce que je connaissais la réponse que les autres ne connaissaient pas, mais ils n'ont pas été. Parce qu'il y avait déjà une défiance pour les catholiques, l'enseignement catholique. Bien sûr. C'était déjà plein de... C'était déjà des gens de gauche. Hein. On est au début des années 50. Je suis 39 et je suis rentré et 9, on est en 48. 48. Et puis, bon, je suis sorti de là pour rentrer en 6e. Et là, ça a été, alors, la délivrance. Et je ne sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, je me suis trouvé beaucoup d'amis en récréation. Alors, t'es là, comment ça va? On m'avait jamais autant parlé. Et du coup, je suis devenue chahuteuse, parce qu'il n'y a pas de mesure chez moi. Et j'ai été très heureuse à Duruy jusqu'en terminale. Voilà. Et quels étaient vos loisirs quand vous étiez ce qu'on appelle ado? D'abord, bien sûr, quand vers 15-16 ans, j'ai été inscrite à ce qu'on appelait à l'époque un cours de danse qui préparait les ados à rentrer dans les grands rallyes parisiens. Et ça m'avait beaucoup amusé, je trouvais ça un peu ridicule. C'était une espèce de danseur argentin qui dirigeait ce cours, un monsieur âgé.
qui nous apprenait la rumba, la polka, et que sais-je. Alors, moi, par mes cousines aînées, je connaissais Sidney Beckett, je connaissais Claude Luther, je connaissais... De cela, il n'était pas question. La valse, bien sûr, mais ça, dans les cours de danse, on apprend la valse. Le tango. Donc, j'étais... Bon, mais ça m'amusait, c'était toutes les semaines. J'y allais avec mon cousin Germain et un de ses amis et une amie à moi. Et bon, c'était bien, ça se faisait. Donc, je l'ai fait. Donc, il y avait ça. Comme les petits aujourd'hui, mes vacances se passaient souvent chez l'un ou l'autre de mes oncles. Donc, j'avais des vacances. Et puis, l'été, nous partions au bord de la mer en Normandie. Je me rappelle d'Arromanches, avec les bunkers. Et on se retrouvait avec d'autres mamans qui avaient des enfants de mon âge. Et comme nous n'étions pas très argentés, on était dans des pensions de famille sans eau chaude. Je me rappelle de ça, oui, pas d'eau chaude. Et puis quand je n'étais pas au bord de la mer, j'allais chez ma grand-mère dans le Lot. Et il n'y avait pas d'eau chaude non plus parce qu'elle avait acheté sa maison en 1935 et les travaux avaient bien commencé en bas, mais pas dans les chambres. Alors on montait des brocs d'eau chaude, là, on avait quand même de l'eau chaude, donc il fallait la monter. Il n'y avait pas l'électricité, et on montait avec des lampes pigeons. Vous savez ce que c'est une lampe pigeon? C'est une petite lampe en cuivre, avec une ampoule ronde au-dessus. Ah oui. Et c'était des lampes à pétrole. Et quand on n'avait pas de lampe pigeon, on emportait des bougies. Et maman, à l'époque, lisait toute la collection du Masque. Vous connaissez cette collection jaune, voilà, avec tous les Agatha Christie et bien d'autres choses. Et quand elle les avait lus, souvent elle me les passait. Et donc, quand on n'avait pas de lampe pigeon, parce qu'il n'y avait plus de pétrole, ou je ne sais pas quoi, on mettait de la cire partout. Elle disait, on va se faire gronder par ta grand-mère. On grattait. Et en même temps, nous mettions dans les tiroirs des petits biscuits ou quelque chose comme ça. Et le matin, il n'y était plus parce qu'il y avait beaucoup de souris et même de rats. Il n'y avait pas de chat. Il n'y avait pas de chat, il n'y avait pas de chien. Il y avait des rats, des souris. Et je vois encore ma maman, pour redescendre au rez-de-chaussée, il y avait un grand escalier très laid. Et se battre. Elle avait mis des tapettes. Oui. Ce malheureux rat avait pris sa tapette sur le nez. Il se baladait avec sa tapette, mais il était très gros. Je n'exagère pas, il était vraiment... Il avait 15-18 cm. Et le malheureux essayait de descendre et de fuir avec sa tapette, ce qui n'était pas comme moi. Maman, elle, essayait de le rattraper avec une pince à feu, une pincette. Et elle a fini par la voir. Ça saignait, elle octait de peur. Et moi, je regardais ça avec les yeux exorbités. C'est ce combat. Pauvre rat. Pauvre rat. Et je voulais vous demander comment vous vous déplaciez à l'époque? Comment vous alliez dans le Lot? Comment vous alliez en Normandie? En train? En train. En train, il n'y avait pas de voiture à la maison. Maman avait appris à conduire à 18 ans. Et comme elle avait enfoncé la porte du garage, elle avait jeté son permis de conduire à la tête de ma mère, qu'elle n'avait jamais voulu récupérer. Ma mère l'avait recollé parce qu'elle l'avait déchiré. Et maman n'a jamais conduit. Et puis, de toute façon, nous n'avions pas l'argent d'avoir une voiture. Alors vous, votre première voiture? La mienne? Ouais. C'était Jean-François. C'était une Dauphine d'occasion qu'il avait fait repeindre en bleu. Et quand je l'ai eu dans les mains, il fallait que je passe mon permis de conduire. Oui. Et j'ai eu du premier coup. Et j'étais sidéré d'ailleurs. Et la Dauphine m'attendait au garage. Et le lendemain, mon mari m'a dit, et maintenant, tu vas à l'école avec ta voiture et tu passes par l'étoile.
passe pas par l'étoile, tu n'y passeras jamais tout de suite. C'était affolé. Il ne m'avait pas fait passer par l'étoile, mon professeur. Le baptême du feu. Le baptême du feu. J'y suis parvenu sans encombre et je suis revenu. J'ai toujours passé par l'étoile 4 fois par jour. Après, c'était plus que 2 fois parce que je déjeunais à l'école. Mais vous conduisez encore très bien. Je vous ai vu faire des créneaux. Ah, mais ça, c'est Paris. Ah oui. Moi, je ne peux pas. Vous me donnez une grande file de taxis vides, je ne peux pas me garer. Il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. Je ne sais pas où je suis abandonné sur cet espace. Vous me donnez un créneau bien serré. Il y a des amis, quelquefois, qui me disent « Mais c'est toi qui étais garé là-dedans ?» Ben oui, ça c'est Paris. Alors, j'ai conduit à Paris jusqu'à 67 ans. Là. Bon, je sais faire les créneaux. Et alors, comment ça se passait ensuite quand vous avez quitté l'adolescence, les bars dans Paris? Je sais que vous avez été à Montmartre. C'était comment les bars? C'était quelle ambiance? Ça c'était tout à fait exceptionnel. Nous étions probablement parce que nos mères avaient confiance en nous et qu'elles nous laissaient aller à Montmartre dans un bar, et qui était un bar où on chantait. Et enfin, l'assemblée chantait. Nous chantions avec l'assemblée. Et ça, j'ai jamais très bien compris pourquoi maman avait autorisé ça. Mais j'y suis allé 4 fois, peut-être 5. On y allait souvent avec des... Nous n'y allions pas seuls. Moi, j'allais avec mon cousin Germain, qui s'appelait Francis, qui avait 6 mois de plus que moi, qui était ma protection naturelle. Et voilà, ça se passait comme ça. On y allait, je pense, en métro, parce que je ne vois pas que quelqu'un ait eu une voiture à cette époque-là. Et on chantait là. J'aimais beaucoup les... Alors moi, j'avais la chance d'avoir des cousins qui avaient des amis garçons. Donc je connaissais beaucoup de garçons et ils étaient tous scouts et quand je les ai connus routiers. Donc il y a eu des grandes inondations à Paris. Alors là, j'ai 18 ans toujours. Et je me souviens que ce soir-là, nous étions chez ma tante en surprise partie dans la famille. On était quand même, c'était grand chez ma tante, on était certainement 60 quand même. Et tout d'un coup, il y a eu un coup de fil. Tante Catherine a dû répondre et elle a dit on demande, quel était le prénom, c'était pas mon cousin, qui est allé au téléphone et on mobilisait les scouts, on les retrouvait pour qu'ils partent. Je me rappelle, c'était une inondation, oui, la Seine montait. Et ils sont tous partis. J'avais trouvé ça très sympathique. Le réseau scout dans Paris a rappelé tous ces routiers pour Voilà. aller écoper les quais de Voilà. Seine. Voilà. C'est génial. Ah oui. On est resté entre filles, parce qu'il y en avait qui n'étaient pas scouts aussi. Enfin, bon, de toute façon, c'était des surprises parties qui se terminaient à minuit et demi. Vous savez, ça n'avait rien de bien. On dansait, quoi. Oui. Ça, j'avais été fière de ce garçon que je connaissais. Et leur sœur aînée, ma cousine qui est encore vivante, Edith, et qui doit avoir 86, 87, était elle-même cheftaine. Pas des garçons, mais des louveteaux de plus bas. Là, c'était les routiers. Tout ça, ça s'est mobilisé en un rien de temps. C'était bien, hein? C'était bien. Oui, oui. Et ils ont passé la nuit, ils sont pas revenus, hein? Ils sont revenus au matin. Tante Catherine s'inquiétait un peu. Maman avait téléphoné le matin en disant ils sont rentrés. Non. Ah oui. Ils ont vraiment fait quelque chose d'utile. Je trouve que c'était un bel exemple pour nous. Voilà, alors bon, à part ça, quelles étaient nos distractions? D'abord, nous lisions énormément. J'ai eu la chance vers 15, oh non, plutôt 13, de voir entrer en France les livres de poche. Et au bon marché, il y avait des collections de livres de poche. Et quand j'y allais, c'était très peu cher à l'époque. C'était moins cher qu'aujourd'hui. Et je revenais avec 4-5 livres. Et je n'étais pas la seule. Mes amis lisaient beaucoup, on les changeait. Là-dedans, j'ai lu du Mauriac seulement, en plus.
Voilà, je lisais beaucoup. Vous avez des titres de cette époque à me donner, des auteurs, des titres, des collections? Ah ben, vous savez, oui, bien sûr, il y avait beaucoup de Mauriac, il y avait du Hervé Bazin, il y avait des romans étrangers. Oh, ce roman, comment s'appelait-il? De Georgiou, La 25e heure. Un très beau roman. Ça, c'est les premiers numéros de la collection qui arrivait. Il y avait du Colette. Ah oui. Il y avait... Je vois pas tellement de romans russes. Il y avait Mice and Men, Des souris et des hommes. C'était captivant, parce que alors là, c'était une littérature qui s'ouvrait à nous, une littérature contemporaine. C'était, on lisait. C'était extraordinaire. Et alors, je voulais vous demander, où rencontrait-on son fiancé? Pour les gens avec lesquels je vivais, dans des soirées. C'était ça. Hein. Où est-ce que j'ai rencontré Jean-François? Je sais rien. Je ne me rappelle pas. Je le retrouverai tout à l'heure, mais là, je ne sais pas. Mais je sais que une fois, il y a eu petite surprise partie à la maison, et que c'est là qu'une de mes meilleures amies, catholique, a rencontré son mari, protestant, et on était sidérés parce qu'ils sont mis à danser ensemble, à parler au balcon. On a tout de suite compris que ça s'était fait. Et ils ont été très heureux, et c'était des gens que j'aimais beaucoup. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait de leur catholicisme et de leur protestantisme, parce qu'après, j'ai rencontré Jean-François et j'avais plus d'amis quand j'ai rencontré Jean-François. Est-ce que j'ai rencontré Jean-François? Alors oui, et aux fiançailles, pas d'une de mes amies, mais cette amie était fiancée elle-même, et son frère avait une jeune sœur, et c'était ses fiançailles. Une soirée très belle, avec énormément de monde. Et c'est comme je ne voulais pas y aller, mon ami a demandé à un de ses amis de venir me chercher, parce que j'étais vraiment... Et c'est Jean-François qui était le chauffeur de la voiture. Et il ne m'a pas quitté de la soirée. Je me dis, mais il est tellement gentil. Mais il faudrait qu'il s'occupe des autres. Moi, je vais m'en aller. Enfin, il faut que je parte. Et on est parti à 1h du matin. Et on était restés l'un avec l'autre à parler. Et puis, vous vous êtes mariés? Oui. Enfin, on a tout de suite compris que ça allait déboucher sur quelque chose. Tous les deux, enfin surtout lui. Moi, j'étais une jeune fille, alors. J'attendais de voir. Voilà où j'ai rencontré Jean-François. Est-ce que vous me parleriez de votre journée de mariage? Ah oui, bien sûr. Alors bon, je vous l'ai dit, Jean-François est arrivé un jour à la maison, et il m'a dit, on se marie le 12 août. Ou le 22, je ne savais jamais. Lui, il savait la date de notre mariage. 12 ou 22. Ah. Et j'ai ah. Oui, j'ai déposé les bancs, tout est en place, on se marie le 12 août. Bon, eh ben on va aller prévenir maman, hein, quand même. Or, Jean-François étant divorcé, il n'y avait pas de mariage à l'église. Donc j'étais un peu désintéressé par ce mariage. Surtout que j'avais beaucoup dessiné mes futures robes de mariée. Donc là, je me suis assise dessus, enfin, c'était pas un problème. Et nous nous sommes mariés à la mairie, mais en mariage privé. Alors il y avait ma mère, sa mère, son grand-père, Francis, mon cousin, qui était mon témoin, le meilleur ami de maman qui s'appelait Jacques, et nous deux. Maman recevait merveilleusement. Elle était bonne cuisinière, elle savait faire
de jolis sandwichs, des canapés, des quiches miniatures. Et ce jour-là, elle n'a pas osé s'y coller. Elle a été confiée. Nous voulions partir tout de suite après. Donc, le petit pot qu'elle voulait offrir à un Italien qui vendait des produits italiens. C'est arrivé un très beau plateau, très superbe, avec du pain épais d'au moins 1 centimètre, de la mayonnaise à flonflon et des tomates, tout ce qu'on peut mettre sur des canapés. On a été atterrés. Je n'ai jamais aussi... Vraiment, moi ça m'était égal d'ailleurs, maman était désolée. Et puis, ben voilà, ces gens étaient étrangers les uns aux autres. C'est le meilleur ami de maman que les autres ne connaissaient pas. Donc on n'est pas resté très longtemps. Ce qui était horrible pour moi, c'est que je quittais maman. Et je me suis marié quand, en 62 ? Ben, j'avais... 61. Non, 61. Donc j'avais 22 ans. J'avais 22 ans de vie commune avec maman. La force de maman, sa gaieté, elle m'a donné de belles leçons, maman. Et moi, j'étais... C'est bien que dans la voiture, avec Jean-François, nous allions à la Baule, et j'étais silencieuse. Mais qu'est-ce que t'as, Malo ? Maman. C'est horrible de faire ça à une mère qui n'a que vous. Oui, Elle n'avait que moi. mais vous l'avez gardée longtemps, votre maman. Oh, maman. Ce qui a été extraordinaire, c'est que Jean-François, qui avait une maman veuve, elle aussi, a adopté maman. Il a été pour elle un fils mais extraordinaire. Il regardait l'appartement, il disait là, il faut repeindre. D'ailleurs, il lui a repeint 2 fois l'appartement tout entier. Il n'y avait pas un chauffe-eau qu'elle ne casse qui soit remplacé 3 jours plus tard. Et puis, elle partait en vacances avec nous. Ça, vraiment, extraordinaire. Il faisait tout sans m'en parler. Il me disait, dis donc, tu penses qu'on pourrait... Non, pas du tout. Il faut que... J'ai trouvé un peintre pour peindre l'appartement de ta mère. Enfin, alors, tu vas aller avec elle choisir le papier. Enfin, c'était extraordinaire. Un bon fils. Oh, bon fils. Et alors, vous étiez tous les deux, du coup, pupilles de la nation. Non, pas Jean-François, je ne crois pas. Pourquoi ? Parce que lui, il a été... C'est vrai que... Il était sorti de Saumur, mais peut-être. Mais je ne l'ai jamais entendu parler de pupille de la nation. D'ailleurs, moi, j'en parlais pas non plus. Alors, Mais vous l'étiez. Ah oui, ça, moi, je sais que je l'étais. Ça, j'étais pupille de la nation. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez grandi en sachant que vous étiez pupille de la nation? Non, Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non, je crois n'avoir su que quand je suis rentrée en 6e, parce qu'il fallait que je passe un examen pour garder mes droits de pupille de la nation. Donc il fallait que je passe un examen scolaire en 6e, rue de l'Abbé de l'Épée, c'est-à-dire à la maison des examens, pour qu'on juge de mon niveau et de ma capacité à faire des études, je pense. Et bon, maman m'a expliqué qu'elle avait une pension, mais ridicule. Enfin bon, elle était bien contente. Et que si j'avais un bon résultat, elle garderait la pension. Et c'était en 6e, en 3e, peut-être en seconde, bon, plus tellement après. Enfin, c'est quelque chose qui pesait, oui. Enfin, qui pesait sur moi, je voulais absolument... Enfin, j'ai jamais eu de problème, j'en sortais toujours en disant, mais c'était très facile. C'était vrai. Pupille de la nation. À part ça, ça aurait pu me donner, en cas de maladie grave ou une aide de l'État, je pense.
Et maman avait une pension de veuve de guerre, bien sûr. Voilà, qui a été bien mince, puisque je crois que mon papa est parti lieutenant. Et bon, c'était le bas de l'échelle. Alors tout à l'heure, vous m'avez parlé des petits fours de votre maman, etc. Et je m'intéressais à la cuisine. Et je sais que vous êtes une C'est très pas vrai. bonne cuisinière. C'est pas vrai. C'est pas François vrai, qui d'accord. l'invente. Mais bon, je voulais que vous me disiez comment les repas, la nourriture, la mode de la cuisine avaient évolué de votre enfance, évidemment, on peut passer les années jusqu'à aujourd'hui, mais ce que vous Oui, pouvez me dire de dans la mon cuisine. enfance, d'abord, nous avons une domestique assez longtemps. À mes souvenirs, oui. Et, enfin, une domestique à domicile, je veux dire. Donc, je pense vers mes 13, 14 ans, je ne me rappelle pas. Donc, la cuisine était faite par la domestique qui faisait les courses, maman disait ce qu'elle voulait ou elle proposait. Et puis après, nous sommes passés à la femme de ménage. Donc, maman s'est mise à la cuisine. Et au départ, maman était une assez pauvre cuisinière parce que chez sa mère, il y avait cuisinière et tout ce qu'il fallait, de jardinier, et de femme de chambre et tout. Elle n'avait pas appris la cuisine. Et donc elle s'est lancée avec courage. Et assez vite, elle a été une bonne cuisinière, enfin... et donc, bon, on prenait nos repas à ce moment-là, toutes les deux, sur la petite table de la salle à manger. Et c'était bon, c'était simple mais bon. Elle cuisait bien la viande, elle cuisait bien le poisson, elle cuisait bien les pâtes. Elle faisait de bonnes choses. Et quand elle recevait, je sais que ses invités disaient toujours que c'était très bon. Alors, je sais pas, j'étais pas à table, mais je pense qu'elle est devenue une bonne cuisinière. Donc j'ai un peu appris les bases avec elle. Et donc, après, c'est moi qui ai pris la cuisine avec mon mariage. Encore que moi aussi, j'ai eu des domestiques et c'était elle qui faisait la cuisine. Ou Mimoun, Moussa s'appelait. Et donc c'était simple. Bon, c'était certainement, il y avait plus de beurre dans les épinards. Il y avait plus, surtout avec Jean-François, des repas construits, entrées. C'était un déjeuner complet avec fromage et fruits, ou dessert. Il était très gourmand. Et votre premier verre d'alcool, vous aviez quel âge? Ça, j'en sais rien. Je ne veux pas être très vieille parce que, en tout cas, je me souviens qu'à 17 ans, à mon avis, j'étais invité dans une soirée. C'était robe longue, là, c'était des vraies soirées, avec un buffet spectaculaire, et que la maîtresse de maison avait tout simplement oublié que nous avions 17 ans, il n'y avait que de l'alcool. Et on avait soif parce qu'on dansait le boogie-woogie. J'étais meilleur. Donc j'en suis sorti un peu pompette. Ça devait être probablement vers les premiers moments où, à la maison, maman buvait un verre de vin quand j'étais petite, mais pas moi, quand j'étais jeune. Je crois pas. Et aujourd'hui, votre alcool préféré, c'est quoi? Je dirais le Spitz aujourd'hui, Spritz. parce qu'on en a bu. Le champagne, c'est pas un alcool, c'est du vin. J'aime beaucoup le champagne parce que c'est léger, ça saoule assez peu, j'aime beaucoup le champagne. Et puis le whisky, oui. Le whisky, oui. Ah, avec Jean-François, l'alcool préféré, c'était la vieille chartreuse. Ah, c'est une bouteille verte, c'est assez fort. C'est une liqueur, et on la sert sur de la glace pilée avec des pailles.
J'avais plus jamais racheté, il faut que j'en rachète pour François qui m'en parle de temps en temps. Ça, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que vous pouvez me parler de votre premier vote? Parce que vous, le droit de vote, vous l'avez vu arriver en France, pour les femmes. Oui, pardon. mais je m'en suis pas rappelé. C'était en 40. Et je ne me souviens pas que maman m'en ait parlé. Hein. Ça, quand même, quel scandale. Enfin, elles l'ont eu. Et moi, bah, c'était à 18 ans. Je me rappelle. Non, c'était à 21 ans. Oui. À 21 ans, j'étais presque marié. J'ai dû aller voter avec Jean-François, je crois. Qui a lui 22 ans et demi, vous voyez. On a dû faire ça ensemble. C'était pour moi un devoir civique. Bon, compte tenu de notre milieu, c'était au moins un centre droit. Hein, mais j'ai pas beaucoup, je suis beaucoup allé voter à chaque scrutin, j'ai fait attention. Mais c'était, je votais classique, quoi. Enfin, ou je votais pas, enfin, ou je votais blanc. Oui, mais j'apprécie beaucoup la démocratie. Je tiens au droit de vote, bien. Je n'ai pas toujours été capable de l'exercer en toute connaissance. Pourtant, j'ai toujours lu les affiches qu'on m'envoyait. Je ne suis pas un animal politique. Et pensez-vous qu'on vit plus heureux maintenant qu'avant? Non, pourquoi je penserais ça? C'est une question. Vous savez, pour vivre heureux, il faut savoir s'adapter, hein. Enfin, à mon avis. S'adapter aux époques, aux amis, aux gens qu'on fréquente, à la famille qu'on fonde. C'est intéressant parce que c'est très évolutif. Enfin bon, il faut s'adapter. Bon, à partir du moment où on s'adapte, évidemment, j'ai vu arriver l'électroménager. Oh, c'était la passion de mon enfance, aller au salon des arts ménagers qui se tenait au Grand Palais. Je me rappelle de ça. On y allait avec des camarades, on était en 6e, 5e, et on piquait tout ce qu'on pouvait piquer de prospects. Oh, souvent, on avait droit à des buvards, à des marques, on les collectionnait. J'étais ravi d'avoir des buvards, on n'était pas très difficile. Hein. Oh, les buvards. Puis on avait d'autres petits cadeaux, des petits, je sais pas, des porte-clés, ou voilà. Ils étaient gentils. Les exposants, ils donnaient ça à des gamines oui, quand on allait au salon des arts ménagers, on devait avoir entre 13, 12 et 14 ans. On a dû se lasser assez vite d'ailleurs. Et après, il y a eu le salon de l'enfance. Là, on était trop grandes déjà. Je ne me rappelle pas être beaucoup allé au salon de l'enfance. Puis le Grand Palais, c'était beau. C'était superbe, l'intérieur. Donc oui, l'électroménager est arrivé, c'est bien. Quand Jean-François a voulu m'offrir un lave-vaisselle à Pesselière, donc les enfants avaient déjà au moins... François avait 8 ans au début de Pesselière. J'ai répondu que je ne voulais pas, que j'étais très capable de faire la vaisselle et que ça allait encombrer. Pourtant, on avait une très grande cuisine. Il me l'a imposé. Moi, j'ai trouvé que c'était compliqué, parce qu'il fallait le mettre dans le lave-vaisselle. Après, il fallait sortir du lave-vaisselle. Après, il fallait le ranger. Enfin, j'ai trouvé que ça compliquait plutôt la vie, à vrai dire. Puis après, je me suis habitué. J'ai pas adoré, mais enfin, il voulait. Et alors, l'électroménager que vous avez adoré, qu'est-ce qui a révolutionné la maison? Je ne sais pas. L'aspirateur, ça existait du temps de mon enfance. Oui, je sais pas. Je ne suis pas passionné par l'électroménager. Ce que j'ai bien aimé, c'est la cafetière. Ah oui. C'est commode, c'est facile, ça fait du bon café. J'ai bien aimé ça. Bon, à part ça, je ne suis pas grand tenant de l'électroménager. Donc l'électroménager, c'est vrai que ça nous a fait progresser. Ah, la voiture, quand j'ai eu ma voiture. Ouais. Et quand vous regardez les trentenaires d'aujourd'hui,
Quand vous regardez les trentenaires, est-ce que vous avez envie de leur dire quelque chose? Pas vraiment. Non. Un conseil, un tuyau, une Je ne remarque? suis pas quelqu'un qui donne des conseils. Je crois pas. Je suis quelqu'un qui observe les gens, qui cherche à savoir si je peux aider en quelque chose par une parole, mais pas par un conseil. C'est à nous de faire nos vies. Des trentenaires, oui. Et puis vous savez, des trentenaires, il y a longtemps que j'en ai pas vu, parce que tout de même à mon âge, c'est plutôt des cinquantenaires que je vois. Mais bon, je préfère parler avec des jeunes. Quand je parle avec des jeunes de la paroisse, il y en a que j'aime beaucoup. J'essaye de leur apporter quelque chose quand ils me parlent avec confiance. Mais autrement, c'est pas moi qui vais danser. Non. Pourquoi j'ai pas mon nez de fumette? Et voilà pour cet extrait que je voulais vous faire partager. Aujourd'hui, Laure a 82 ans, c'est une dame bien entourée, au service de sa paroisse et à l'écoute de ceux qui ont besoin de parler. Une fois n'est pas coutume, elle s'est prêtée avec humilité à cette conversation enregistrée et j'espère que cela vous a plu. Alors avec le recul nécessaire et loin de toute polémique ou jugement maladroit, nous pouvons retenir quelques points de cette conversation. Par exemple, il n'y avait ni eau chaude ni électricité lorsqu'elle partait en vacances. Et pourtant, c'était les vacances. Tout comme son voyage de noces qui a eu lieu à quelques centaines de kilomètres de la maison et non à l'autre bout du monde. Et pourtant, c'était un voyage de noces. Elle évoque aussi la famille et son cousin qui était sa protection naturelle et grâce auquel elle pouvait sortir. Il y a, je trouve, quelque chose d'un autre temps dans l'évocation de la protection naturelle. Et je me suis demandé, qui avait été ma protection naturelle? Et de qui avais-je bien pu être la protection naturelle? En filigrane de ce récit de vie, on entend aussi l'évolution de la condition sociale grâce à l'époque bénie des Trente Glorieuses. Une enfance modeste, un mariage modeste et puis le foyer qui s'enrichit et qui prospère. On peut aussi être interpellé par le fait que, bien qu'attachée à la démocratie, elle a toujours voté comme son mari. Et ce témoignage-là est unanime chez toutes celles que j'ai rencontrées par indiscrétion. Alors voilà, j'espère que l'émission vous a plu, qu'elle vous donne envie de filer chez votre grand-mère ou chez la vieille dame d'à côté et de lui demander comment c'était la France dans son enfance et dans sa jeunesse, bien avant que je naisse. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle indiscrétion. Et d'ici là, cliquez. Et d'ici là, n'oubliez pas, devenez royaliste. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Que nous sommes déjà caporal et serions bientôt général.